Bonjour, je m'appelle Caroline. C'est moi qui vais te guider ici. J'espère que tu es bien assis ou assise. Je te dirai quand te lever et poursuivre. Nous sommes dans la chapelle de la Miséricorde. Elle est désacralisée et fait partie du foyer géré par l'Institut Don Bosco. Le foyer accueille une 50aine de personnes majeures qui ne peuvent vivre seules et ont besoin d'un accompagnement spécialisé au quotidien. Ce que je vais te raconter ici, ce sont les coulisses des murs, le parcours immersif qu'il y a à faire dans la maison Gradiana. Si tu ne l'as pas encore fait et qu'il reste des places, tu peux t'y inscrire tout à l'heure en sortant. Alors voilà, ça commence comme ça. Je m'appelle Caroline Melon, j'ai 42 ans, je suis artiste, et le théâtre Le Libournien m'a proposé de raconter une histoire à partir de la villa Gradiana. La villa est située avenue de Verdun, juste en face de la sous-préfecture. Par moments, tu entendras d'autres voix. Jonathan Macias, scénographe, Yvan Maty, photographe, Maëlys Détry, documentariste sonore, c'est elle qui te fait entendre tout ça. Et puis tous les autres, ceux et celles qui font cette histoire. Dans les allées de l'exposition, tu peux voir de petits tabourets de pêcheurs. Tu peux t'en servir et les bouger à ta guise. Une première série de photos forme une ligne devant toi. Vas-y, lève-toi, tu peux t'avancer et les regarder en détail pendant que je parle. Je te dirai après quand continuer. Pour profiter vraiment de l'expérience, je te propose de suivre mes indications. Allez, on est parti pour 30 minutes ensemble. La première fois que je suis entrée dans la villa, c'était l'hiver dernier. Ce qui m'a touchée dès le départ, ce sont les fantaisies architecturales, les motifs, la lumière, les papiers peints. Observe sur les photos les traces du vécu, de l'intime. Avance-toi vers la photo du poudrier qui se trouve au centre, au milieu de l'allée. Imagine comme sa houppette fatiguée a caressé la peau de femme, se préparant à quelle soirée, quel rendez-vous. Maintenant, tu peux t'avancer à la ligne suivante de photos. À travers elle, on entrevoit un siècle de design. Des couvertures de magazines aux jupes dont la longueur s'amenuise, aux objets surannés comme ce papier à savon. Tu peux repérer l'histoire de cette famille sur l'arbre généalogique et continuer ensuite à observer les photos. Janine Gradiana a légué sa maison à la ville, elle avait alors 94 ans. Elle était née en 1923, ce qui est précisément l'année de naissance de ma grand-mère. Janine a légué cette maison parce qu'elle est morte sans postérité, comme disent les actes notariés, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de descendance. Son grand frère Lucien non plus, avec eux, la lignée s'éteint. L'histoire des Gradiana à Libourne commence en 1891. Pietro et Sabina, les grands-parents de Janine, arrivent de Postua, une ville du Piémont italien. Ils suivent la vague de migration liée à la conjonction de la crise économique en Italie et de l'essor industriel en France. Pietro est au départ simple cimentier. Il s'associe avec son beau-père, puis fonde l'entreprise Gradiana, qui emploiera jusqu'à 100 ouvriers au cours du siècle. Pietro lèguera l'empire, puisqu'il s'agit bien de ce qu'il a bâti, châteaux et vignes comprises, à son fils Jean-Baptiste, Giovanni Battista, qui lui-même le transmet à Lucien avant la Deuxième Guerre mondiale. À la mort de son père, Lucien s'installe avec sa femme Paulette à Bordeaux, pas loin de l'Opéra, puis devient maire d'une petite commune en Dordogne, là où siège l'un des châteaux familiaux. Janine et sa mère Sarah vivent alors à Nice, profitant du soleil, de la plage et de la douce lumière de la Côte d'Azur. Lucien divorce, l'entreprise fait faillite officiellement en 1958 et une grande partie des biens sera vendue pour éponger les dettes. Lucien meurt en 1962, en pleine histoire d'amour avec une femme rencontrée après son divorce, qui s'appelle elle aussi Paulette. On était là, il était avec un ami aussi dans cette même brasserie, quoi. Paulette Mauget, dernière compagne de Lucien Gradiana. Il est venu nous parler, parce qu'on était à côté, il entendait comme plaisanter, tout ça. Et puis à l'accent, il a vu que c'était un peu comme lui. Alors il dit, d'où vous êtes? Alors bon, on est de Bordeaux. Oh, il dit, mais alors ça change tout lui aussi. Il repartait le lendemain. Et nous, on venait d'arriver.
Alors on s'est donné des adresses pour se retrouver à Bordeaux. Et puis un beau jour, je me le suis vu arriver à la sortie du travail. J'ai dit ça alors. Puis voilà, puis on s'est revus. Et puis voilà, et de fil en aiguille, voilà. On avait fait des projets. Il ne voulait pas se faire soigner. Il avait peur de se faire opérer. Ça tournait en cancer. C'était la vésicule biliaire. Et puis, ça s'est tourné à la catastrophe. Quand on l'a opéré, c'était trop tard. Et c'est là qu'il a demandé à être transporté à Nice. Et je suis arrivée quand on m'a appelé, mais il était mort dans la nuit. On met du temps à s'en remettre de tout ça. Oh oui. Tu peux avancer vers les 2 photos centrales suivantes. À gauche, la chambre de Lucien, dans laquelle a été faite cette interview. À droite, Paulette, dans la maison en décembre dernier. À côté, tu peux voir un livre sur l'histoire des cimentiers postuets. Avance-toi vers la prochaine ligne de photos. Au fil du temps, puisque de nouvelles générations ne sont pas nées dans la maison, tout est resté en l'état. On y trouve la chambre des grands-parents, avec les indulgences remises par le pape, les valises du frère et son nécessaire de toilette, les vêtements de la mère, et bien sûr la chambre de Janine elle-même, sa guitare, ses 1000 atours, lingerie élégante et raffinée, produits de beauté sophistiqués et luxueux. Après la faillite de l'entreprise, ne restent dans la maison que Janine et sa mère Sarah, vendant petit à petit les propriétés pour assurer leur confort quotidien. Janine ne se mariera jamais. Quand Sarah, sa mère, meurt en 1975, elle reste seule dans la maison. Petit à petit, elle se replie dans la salle à manger et déserte les autres pièces. Seul un grand ménage au rythme martial vient 2 fois l'an ôter les couches de poussière successives. Quand elle n'était pas bien, elle se couchait là et elle ouvrait là le radiateur. Moi, j'avais jamais vu ça et ça donnait beaucoup de chaleur. Régine Réraud, amie de Mademoiselle Gratiana. Ah oui, ça donnait de la chaleur parce que ça chauffait énormément. C'est la fonte. On n'en voit plus beaucoup comme ça. Mais je venais quand même pratiquement tous les jours. Hein. La veille de son décès, je suis restée l'après-midi avec elle parce que j'avais une réunion à Bergerac. Donc, j'avais prévenu la femme de ménage de l'époque qui est venue lui faire son repas. Non, elle n'a jamais été seule. Puis elle est morte dans la nuit. Et puis j'ai trouvé bizarre le matin quand je suis arrivée, je suis allée à la cuisine, j'ai dit elle n'a pas déjeuné. Et puis après, je suis arrivée à côté, je l'ai trouvée, elle était tombée entre le fauteuil et le lit. Mais elle avait été malade, elle m'avait dit de venir quand le médecin venait. Et il avait voulu l'hospitaliser, elle n'a pas voulu. Donc il lui a fait signer une décharge. On lui avait fait des perfusions à domicile, tout ça, elle avait bien retrouvé de vigueur. Puis après, elle était trop faible. Je pense qu'elle faisait même plus 40 kilos. Elle ne mangeait plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle voulait mourir chez elle. Elle a toujours dit. Le docteur me l'avait dit aussi. Tu peux avancer vers la photo centrale du grenier désormais vide. Il laisse apparaître un journal collé au mur daté de 1891. Avance maintenant vers la ligne de photos suivante. Si Janine lègue sa maison à la ville, c'est pour la remercier d'avoir accueilli sa famille à la fin du XIXe siècle. Une histoire radieuse de migrants, pour le coup. Dans son testament est explicite le fait que la ville doit en faire un lieu d'art ou de culture ou de social. Tu vois Janine, quand elle avait 20 ans, en 1943 donc, elle a voulu devenir actrice à Paris. Mais ses parents ont refusé cette carrière. Moi j'en sais rien. Mais j'imagine que léguer sa maison pour en faire un endroit d'art, c'était donner suite à ce rêve brisé. Et regarde aujourd'hui, elle est le personnage principal de notre histoire. Le testament de Janine expliquait aussi que l'intérieur de la maison devait être vendu aux enchères et le fruit de la vente versé pour partie à une association de la commune.
Il y a la jupe assortie. Le jour, on a tout regardé. Donc c'est là, tu sais qu'il y avait ce superbe tailleur Oui, avec la jupe assortie. Elle est par là, oui. Ouais. Il y a des choses. Si vous en aviez vu, il y avait des valises, des paquets, jusqu'au plafond. Ah, Et les Santa Madonna, jusqu'au plafond. Les trucs à chapeau aussi. Et les chapeaux. Ah, les cartons à chapeaux. Je vous dis pas les chapeaux. Avance-toi maintenant vers les 2 cadres au centre de l'allée. Le jour où nous avons trouvé cette photo de Janine arborant son manteau de fourrure, Paulette nous faisait visiter la maison et portait ce même manteau reçu en héritage. Troublés, il nous a fallu un temps pour faire le rapprochement. Regardez là. Ah bah ça, celles-là, elles sont incroyables. C'est un peu le même genre de manteau que vous, hein? Oui, je vous dirais même que c'est le même. Non. Si. C'est le même. Non, mais c'est celui-là? Oui. Non. On lui avait donné toutes les toilettes. Oui. Oui. Là, voilà, là. Là et là. Quand vous dites c'est le même, c'est celui-là. celui de Janine que vous C'est portez. celui-là. C'est absolument, Voilà, en fait, Lucie, c'est elle- absolument celui-là. Yvan, le photographe du projet, a improvisé une séance de pause pour immortaliser Paulette au même endroit que Janine, 65 ans plus tard. En plus, on a une lumière qui est sympa. On a un petit bout de soleil qui ressort, on dirait. Un tout petit peu, ouais, c'est chouette. Très bien. Et le jour de la vente aux enchères est arrivé. Tu peux avancer vers le catalogue de la vente juste derrière. N'hésite pas à t'en saisir pour le regarder de plus près. Le matin, les gens sont venus regarder, sentir, toucher la marchandise. Beaucoup de curieux sont venus visiter la bâtisse au fronton explicite, aux atours pourtant modestes, mais dont on savait qu'elle abritait sans doute des trésors. De nombreux antiquaires à l'affût de la bonne affaire avaient fait le déplacement. Tout avait été sorti des placards, numéroté, exposé dehors, les objets sortis de leur contexte, assemblés en une brocante hétéroclite. C'est fini. Graziana. Oui, c'est fini. Et alors ce matin, là, ça m'a... Et moi, là, ils fouinent tout. Mais c'est impensable. Il y en a qui ont bougé la commode, ils tiraient les tiroirs, ils ont sorti les tiroirs de la commode. J'ai eu très mal. Et j'en ai encore. Je sauve les apparences. Et je ne le souhaite à personne. Très difficile à remonter et à ne pas le laisser voir. Alors devant les gens, tu te composes. Tu vois, tu souris que d'un son côté, hein, je te le dis. Mais quand tu les vois se jeter, ouvrir les trucs, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Je vois dans la pièce où il y avait tous les tissus et tout, il y en avait un, il était presque couché dessus pour pouvoir aller gratter au fond. En fait, il n'y avait rien dans ses poches. Là. En plus, c'était un bon paysan, là. Il avait le pantalon qui lui arrivait au ras des fesses, avec le slip qui était tout gondolé au-dessus. L'élastique était usé. Il y avait une photo à faire, tiens là. Oh, quand j'ai vu là, ces grosses fesses, le slip tout gondolé et tout. L'après-midi, tout le monde s'est rassemblé sous le hangar et le commissaire-priseur a procédé à la vente. On va essayer de terminer le plus possible. On va faire la vente de la manière suivante. On va présenter, suite à l'exposition de ce matin, suite au catalogue, aux nombreuses photos sur Interenchères et aux questions, nous allons présenter les 22 lots, il y en a un qui suit, les 22 lots du catalogue, ici sur désignation. Alors qu'on ne dise pas après, ah mais il n'y avait pas de pied, ah mais il n'y a pas de chapeau, ah mais à l'intérieur c'est vide, ah mais... Vous avez tout vu, on va poser des questions, on vend sur désignation pour que personne ne rentre. Ensuite, on va vendre tous les bibelots à l'extérieur de la même manière. Et vous allez les prendre. Tous.
Une fois que les principaux meubles seront vendus, que tous les bibelots seront vendus, uniquement ceux qui seront intéressés par les, on va dire grosso modo, les chambres et le salon de Philippe, viendront. Il n'y a pas de confusion parce que les chambres se ressemblent assez. Pour moi aussi, Maëlys, qui réalisait tout ce parcours sonore, ça a été des moments délicats d'assister à tout ça. Depuis le début, j'enregistre tout, je tends mon micro aux témoins, j'écoute leurs souvenirs, je documente l'histoire de cette maison et de cette famille. Alors moi aussi, il m'a fallu dire au revoir à toute cette vie d'avant, à toute cette vie de Graziana. Comme si le fait d'avoir été invitée, impliquée dans ce projet, me rapprochait de cette famille, que je n'ai pourtant pas connue. Dans la philosophie chinoise, on dit que quand un être meurt, son yin, autrement dit son corps, sa matière, retourne à la terre, alors que son yang, son énergie, sa volatilité retourne au ciel. Mais que reste-t-il d'une personne dans les objets et dans les murs ? L'âme continue-t-elle à vivre dispersée dans toutes les choses qui nous ont appartenu ? C'est en quelque sorte à ces questions que se sont confrontés Jonathan, Caroline et Yvan. Moi, je n'ai fait que les regarder au loin, passer la porte de cette autre réalité, pour mieux ensuite les faire raconter. Histoire de résidence. Ça, c'est super excitant. C'est une boîte dans la boîte de la boîte. C'est une mise en abîme incroyable, puisqu'on revient avec des objets intimes qui sont les nôtres. S'installer dans une maison qui a été vidée, mais que j'ai vue, moi, pleine d'autres objets intimes. Et en même temps, le mobilier qui est remis pour nous, c'est-à-dire l'espace, tout, c'est des choses complètement contemporaines et très basiques, quoi. Et on a eu vraiment besoin de tout réinstaller à notre sauce. Donc voilà, du coup, on a passé la première après-midi à tout installer. Le Libournien nous avait amené des lits, nous avait amené des tables de chevet, mais qui nous avait posé dans des endroits où on n'avait pas du tout envie d'être. Du coup, on est monté au premier étage, dans l'endroit où étaient vraiment les chambres avant, en se disant, on va se choisir chacun une chambre. Moi, je veux avoir la chambre de Lucien. Je pense que c'est la plus grande chambre de la maison, où tous les murs sont bleu roi, avec des encadrements qui sont tout autour en argenté. Il y a un super parquet au sol, il y a un ancien ciel de lit du coup en forme de coquille Saint-Jacques qui reste là où on s'imagine qu'il y avait des drapés pour faire le lit de roi. Et moi j'avoue que c'est mon endroit préféré de la maison en fait. La chambre rose, qui a une porte-fenêtre qui ouvre sur un petit balconnet qui ouvre sur la rue, face à la préfecture de police, avec une grande cheminée en marbre un petit peu. Et donc j'ai dormi là, mais pour le coup, ah oui, si, il y avait eu quand même un peu des bruits bizarres. Effectivement, il y a quand même eu ce truc de se dire tu dors pas chez toi et en même temps il peut y avoir des bruits bizarres. Donc là où à un moment donné tu te dis tiens, quelqu'un rentre, que se passe-t-il ? Donc je sais pas, elle craquait un peu la maison, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Mais voilà, j'ai eu un tout petit moment d'inquiétude qui n'a pas duré puisque vu qu'il était 3h du mat, j'ai profité de ma nuit malgré tout. Et je pense qu'il y avait une vraie motivation, c'est-à-dire que moi je voulais vraiment dormir dans la chambre de Janine, etc. Mais c'était aussi une façon de faire de cet endroit chez nous, quoi. Ça me faisait flipper, hein. D'ailleurs j'ai pas dormi du tout la première nuit. Mais c'était vraiment la peur des fantômes, quoi. Et puis c'est une maison qui craque. Et puis surtout, comme ils avaient remis le chauffage dedans, les tapisseries se décollaient. Et sauf que j'ai mis longtemps à me rendre compte que le que j'entendais, c'était le bruit des tapisseries qui se décollaient. Et donc pendant la moitié de la nuit, j'ai l'impression qu'il y avait d'entendre du tissu, quelqu'un qui marchait avec du tissu dans le couloir, quoi. J'ai complètement flippé. L'enjeu d'habiter là, c'est de sentir comment on est quand on habite là. Donc, bien sûr qu'il y a les questions derrière de est-ce qu'on a le droit d'être là ? Est-ce que la personne qui a légué sa maison, elle serait OK avec ce qu'on est en train de faire ? Enfin, voilà, c'est pas des situations... C'est tout ça que j'avais envie de traverser en m'installant là, mais c'est pas simple. Moi, j'ai un goût prononcé pour les objets et puis les petites choses, en fait. Et du coup, je crois que j'ai pris possession de la maison comme ça, c'est-à-dire en allant farfouiller, ouvrir des placards et voir ce qui restait. Comme dans la cuisine, il restait des trucs de bouffe. Dans une autre pièce, c'est pareil, tu tombes sur un petit placard où, en fait, tu l'ouvres et puis tu as des restes de prospectus, tu as des crayons qui ont servi. Enfin, là, tu sens tout un truc de choses qui n'existent plus, qui ont intéressé personne. Du coup, c'est pas parti pendant la vente aux enchères et qui, malgré tout, raconte la famille, raconte l'histoire. Et puis on se met dans les chaussons du quotidien. Et on joue à ça. Et on sait, Jo et moi, qu'on est en train de jouer. Tu veux un café ? Tu veux des tartines ? Et on est en train de jouer à vivre dans cette maison.
On commence à se dire où est-ce qu'on met les couteaux, où est-ce qu'on met les fourchettes. On commence à repérer, à savoir que c'est là qu'on a rangé telle chose. On commence à s'asseoir sur la cuvette des toilettes, vraiment. On commence à se doucher et à plus avoir peur de toucher les murs. On découpe des légumes et on est comme si on rentrait dans la peau de gens qui vivaient là, en fait. Heureusement que, comme on n'avait pas de denrées, du coup le mardi matin il a fallu qu'on aille au marché, et moi j'ai dit moi je sais faire la blanquette, et si tu veux on prépare une blanquette qu'on avait gardée pour un midi où il y avait des gens qui venaient manger, et c'était super parce que en fait on s'en est rendu compte au fur et à mesure de refaire vivre la maison, de refaire vivre la cuisine. En fait ça a redonné vraiment de la vie à la maison. Et je crois qu'il y avait cette nécessité, on avait cette envie de faire des plats traditionnels. Enfin je veux dire, on n'a pas mangé, on s'est pas fait des hamburgers, quoi. Et il y a Tiffen du théâtre qui est arrivée vers 14h30 pour boire un café, et la première chose quand elle a poussé la maison, elle a dit « ça sent la bouffe en fait », et en disant « mais c'est complètement dingue de sentir la vie et de sentir une odeur de bouffe dans cette maison qui est complètement inhabitée ». Ça peut paraître anecdotique, c'est un milliard de morceaux du puzzle en fait, qui nous mettent dans une ambiance particulière et dans un état qui va être après favorable pour lâcher les chiens, quoi. Et en fait, ça a été notre seule sortie de la semaine. On n'est jamais ressorti de la maison, alors qu'on s'était dit on ira se balader, on ira voir les quais et tout ça. Et en fait, je crois qu'on s'est complètement fait happer par la maison. En fait, quand on vient dans cette première résidence, qui est dans mon processus de création, moi, toujours la même façon de faire, ce qu'on appelle la résidence sensible, on vient sans idée préconçue. Et sans même avoir, à la fin de la semaine, la nécessité d'avoir écrit une histoire ou un projet. Il y a Marion qui est venue, donc Marion c'est une personne qui bosse aux archives de la ville de Libourne, et du coup avec les restes de papier qu'il y avait, donc du coup autant des papiers de l'entreprise que des actes notariés, enfin tout ça, du coup on a eu tout un travail de recherche du coup pour se refabriquer l'histoire de la famille. On est rentré dans l'arbre généalogique et on s'est pas dit tiens c'est ça qu'on va faire. Je sais même pas comment ça s'est passé en fait. Et il y avait aussi au milieu, on tombait sur une photo, sur une petite carte de Saint-Antoine. Enfin, il y avait tout un lot d'objets aussi qui n'étaient pas liés à l'administratif et qui deuxièmement se situaient complètement dans la maison. Du coup, je crois que c'était une chouette expérience. Tout ce qu'on voyait ou tous les gens qu'on rencontrait, c'est pas du tout dans notre quotidien. Du coup, c'était assez marrant de savoir comment il y avait toutes ces rencontres-là qui se créaient. C'était intéressant à un moment qu'on puisse lier les récits avec des jeunes de la ville de Libourne et qu'il y ait une transmission, une exploration, une immersion dans cette maison. Et donc, on a mené 2 ateliers, Jo avec la classe d'art plastique de Max Linder et moi avec des jeunes de la mission locale. Jo les avait fait travailler sur les motifs, donc il y avait des mômes partout en train de décalquer des motifs de papier peint, de mosaïques, etc. Donc c'était très beau d'imaginer qu'ils étaient en train de calquer, ils se posaient un peu partout et moi, les jeunes avec qui je travaillais, ils erraient comme ils avaient envie. Donc évidemment ils visitaient, ils ouvraient les portes où ils n'avaient pas le droit bien sûr, et il y avait quelque chose d'un truc très joyeux. Je suis arrivé genre à 16h, et donc il y avait encore les jeunes de l'atelier qui étaient là, donc moi j'ai un peu débarqué en cours, j'ai à peine osé faire une photo de l'atelier pour pas les déranger, et donc j'ai monté mon petit studio photo modulable. Jo et Caro, ils avaient déjà, pendant la première résidence, fait des photos. Donc ils avaient déjà un petit peu fait un repérage et des photos super chouettes. Enfin, ils avaient vraiment bien en tête ce qu'ils voulaient. Un soir, avec Caro, on était prêts à aller se coucher, et puis on a eu une idée en se disant on a envie de prendre des photos. On avait une nuisette qui était à la maison, et on a fait des photos de Caro dans la nuisette, dans la maison. Et puis on a commencé à se dire, en fait, ouais, il y a des personnages qui apparaissent. Enfin, on a commencé à se dire, pourquoi pas jouer avec ce côté d'habits et puis de fringues à se mettre. Les résidences provoquent l'errance, l'imaginaire projette, jusqu'à écrire une autre histoire. Tu peux maintenant t'avancer jusqu'au pied des premières marches. On s'est dit, il y a un personnage central qui sera une femme, qu'on a appelée Geneviève, et puis après, on s'est imaginé que forcément, sur sa longueur de vie, il y avait forcément des hommes qui rentraient en jeu dans cette histoire. Du coup, on a commencé à se dire, qu'est-ce que ça pourrait être comme homme, et on a plutôt pensé à des fonctions. Donc on a commencé à se dire, pourquoi pas, il n'y aurait pas un avocat, on met un tennisman. Ils sont des amants désirés, non consommés, et puis le propriétaire terrien, le chasseur, c'est son frère. Donc c'est pas forcément il n'y a pas forcément d'histoire d'amour dedans, mais il y a au moins des histoires d'amour projetées d'un côté ou de l'autre. Et le prêtre,
Antoine, dans le récit, c'est précisément cette histoire-là d'amour non consommé. Et donc on a fait une première séance de portrait où Jo avait prévu donc les différents accessoires pour faire plein de personnages différents qui vont apparaître au fur et à mesure de l'histoire qu'a fabriquée Caroline. Donc voilà, c'était une séance assez intense parce qu'au final, entre la fin du repas qui a dû finir à 9h30 et l'installation et le fait de se maquiller, de s'habiller, etc., on a quand même fait une session qui a dû durer de 10h30 à 2h du matin. Et puis au fur et à mesure, on était de plus en plus fatigués, donc c'était assez drôle parce que je me retrouvais à faire la moustache à Caro pour qu'elle ressemble à un homme. En même temps, elle m'expliquait comment on mettait du vernis, du coup, il y avait vraiment toute une relation comme ça qui se faisait. Voilà, c'est comme ça que les choses se tricotent, en fait. Entre des choses que je vais avoir envie de traiter, moi, d'emblée, des choses qui arrivent en cours de travail, une inspiration liée à la grande histoire, en fait. En partant de l'histoire de la famille Gradiana, très vite, moi, j'en extrais des grandes thématiques liées au siècle, et puis j'en arrive à créer des personnages qui représentent un peu ces thématiques-là, quoi. On est parti là-dessus parce qu'en fait, Janine, un de ses rêves, c'était de devenir actrice. En fait, quand elle était jeune, elle est montée à Paris, elle est restée pendant 1 an sur Paris. Et comme tout le monde, ça fait aussi vachement plaisir de se rêver dans d'autres personnages qu'on n'est pas. Du coup, on a un peu reproduit ce qu'elle-même faisait. Pareil, dans la maison, on a quand même trouvé vachement de photos de Janine, de petits portraits en fait qu'elle faisait faire en studio, donc habillée en escrimeuse, en maharaja, enfin voilà, plein de photos comme ça de studio, de mise en scène. Et du coup, on a un peu rejoué, on est retombé là-dedans. C'est assez troublant de voir comment, même moi, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur certaines photos, je me reconnais sans me reconnaître. Quand on a écrit l'histoire et qu'on a un œil plus global sur le projet, on sait de mieux en mieux ce qu'on a voulu dire. Tu peux maintenant monter les marches pour entrer dans le cœur de la chapelle et observer les 2 grands portraits face à toi. Pour moi, le symbole de ce projet, c'est vraiment ces 2 photos qui sont en fond d'installation, là, ces 2 très grands formats de Jo et moi, qui sont un petit peu l'image de ce qu'on a eu envie de raconter, avec un regard tourné comme ça vers le ciel, dont on ne sait pas bien s'il est mélancolique, nostalgique, en attente de quelque chose. En tout cas, ça regarde ailleurs. Et puis ces corps-là, le corps de Jo qu'on n'a pas l'habitude d'un corps d'homme de voir en nuisette, mon corps à moi, qui est un corps beaucoup plus rond que les corps de magazine, qui est un corps de femme de 42 ans. En fait, quand on regarde les photos de Janine Gradiana, il y en avait vraiment beaucoup des photos d'elle qui datent d'avant 25 ans, parce qu'en réalité, on a trouvé très peu de photos après. Moi, j'ai été frappée par le fait qu'elle pose avec beaucoup de plaisir et qu'elle a l'air d'assumer complètement son corps. Et en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose de réel, ça, ou si elle répond à ce qu'elle pense qu'on attend d'elle. Je connais plein de femmes très belles qui sont prisonnières de ça, qui du coup n'osent pas se montrer en colère, n'osent pas se montrer laides, qui ont peur de vieillir, etc. Et je pense que ça, c'est un carcan qui aujourd'hui atteint même les hommes dans cette histoire d'esthétisation et d'hygiénisme que je trouve complètement dictatoriale. Et moi, ce que j'avais envie de raconter, c'est que je crois qu'en fait, les émotions que je prête à tous les personnages... En réalité, qu'on soit homme ou femme, on est tous capables de les ressentir et même on traverse tous ces choses-là. J'ai envie de pouvoir être aussi agressive, conquérante, ambitieuse, comme fragile, vulnérable. Et je crois pas que ce soit mon sexe de femme qui m'empêche d'être l'un ou qui m'amène plutôt vers l'autre. J'ai presque envie de remercier Janine Gradiana, évidemment d'avoir en tant qu'artiste vécu tout ça, etc. Mais aussi en tant que femme de m'avoir permis d'expérimenter des choses de moi-même. Tu peux maintenant te diriger vers le confessionnal. Agenouille-toi sur la droite, sur le coussin blanc. Une fois installé, enlève ton casque.